J'ai longuement réfléchi à comment j'allais introduire l'invité de cet épisode. Comment j'allais parler de ce qui lui est arrivé. Perdre sa moitié pendant sa grossesse. C'est une tragédie qu'on ne souhaite à personne, mais qui lui est arrivée et qui arrive peut-être en ce moment à l'un ou l'une d'entre vous qui nous écoutez. Elle a accepté de partager avec nous cette histoire bouleversante, ce parcours de douleur, de résilience, mais aussi de reconstruction et d'amour. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Pour celles qui accueillent la vie et ceux qui grandissent à toute vitesse, Kiabi vous accompagne avec sa collection maternité et bébé. Que ce soit pour vous ou pour votre petit bout, Kiabi vous propose des incontournables comme le Dorbien 100% coton à partir de 3500 francs. Parce que votre famille mérite ce qu'il y a de mieux aujourd'hui et demain. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Retrouvez vos magasins Kiabi près de chez vous à Abidjan, Dakar, Douala, Brazza, Libreville, Ouaga et sur nos réseaux sociaux Kiabi Africa. Kiabi, la mode à petit prix. Géraldine Lou, merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va ? Ça va, merci. Alors, Géraldine, on se connaît pas plus que ça. J'aimerais que tu te présentes pour tous ceux qui nous écoutent, qui tu es et de qui est composée ta famille. D'accord, donc moi je m'appelle Géraldine Lou. Je suis la maman de Gohan, 5 ans, et Tiger, 3 ans. Donc je suis une jeune maman veuve de 30 ans. Et donc, ça va faire 4 ans que j'élève seule mes enfants, avec de l'aide, bien sûr, mais en tout cas, le père des enfants n'est pas présent, puisqu'il est décédé, j'avais 26 ans quand il est décédé. Très bien. Merci, en tout cas, je sais que c'est pas forcément évident, tu as dû peut-être raconter cette histoire plusieurs fois ou pas, je ne sais pas, mais merci vraiment de me faire cet honneur, parce que c'est quand même quelque chose de ta vie, c'est une tranche de ta vie, qui est assez bouleversante, et merci d'en parler aujourd'hui, et je sais que ça va aider d'autres mamans peut-être qui traversent ça aujourd'hui. Alors on va remonter dans le temps, on va remonter à ta première grossesse, mais même avant ta première grossesse, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as rencontré ton mari. Moi j'ai rencontré mon mari en 2016, donc on s'est connus exactement 4 ans, jour pour jour, de 11 décembre 2016 au 11 décembre 2020. D'accord. Et on s'est connus dans Abidjan, un ami en commun, on nous a présenté, on était du même quartier, la Riviera 3. Mm-hmm. Donc forcément, c'était pratique et on s'est attachés rapidement. Et du coup, je revenais en vacances en cachette à Abidjan. D'accord, pour le voir. Dire à mes parents. Okay. Pour le voir. Et puis au bout d'un moment, on l'a dit aux parents et après, tout s'est enchaîné. Vous êtes mariés assez vite du coup ? On s'est mariés en 2019. D'accord. Donc entre 2017 et 2019. D'accord. On a emménagé ensemble en 2018. On a eu l'enfant, enfin la première grossesse en 2018, le début de la première grossesse. On s'est mariés pendant la grossesse. D'accord. C'était un très beau mariage, mais très éprouvant. Je recommande à personne de se marier enceinte, c'est super fatigant. Alors justement, raconte-nous ce mariage enceinte. J'étais à 8 mois et demi de grossesse. Ok. Et on avait prévu de se marier, on en parlait beaucoup, les familles étaient présentées et tout, mais il y avait la grossesse au milieu, donc on voulait voir avant ou après. Et d'un coup, finalement, on accélère les choses. On dit, faisons au moins la mairie et on fera l'église après. Okay. Et donc, du coup, on va à la mairie de Cocody, on fait les papiers, on programme une date et on se marie dans la foulée en 10 jours. En 10 jours wow. On s'est mariés, on a fait un mariage à 4. Ok, et quand d'accord. les gens disent on fait un mariage à 4, nous, on l'a vraiment fait. On a vraiment fait un mariage à 4. Il n'y avait pas tout le monde là. On a déjeuné, après la mairie de Cocody, on a déjeuné à Akula à 16 personnes. Wow, il n'y avait que 16 personnes. Et moi-même, j'étais fâchée parce qu'il y avait, dans les 16 personnes, on m'avait rajouté des personnes pas que je ne voulais pas, mais je veux dire, c'était injuste par rapport à d'autres personnes qui auraient pu être là, mais je comprends. Je voulais quelque chose d'intime. Alors, mais c'était enceinte et en train de se marier, comment se passait ta grossesse ? C'était une grossesse facile ? Comment se passait ta grossesse ? Moi, vraiment, j'ai eu des grossesses faciles. Oui. À ce moment-là, je travaillais à l'hôtel Ivoire. Ok. Et je marchais énormément. Donc, j'étais coordinatrice d'événements. Donc, j'étais sur tous les événements de l'hôtel Ivoire, que ce soit à la patinoire ou que ce soit au niveau, à l'époque, du Majestic,
À l'époque, il y avait aussi le casino, la salle barrière. Maintenant, il y avait l'auditorium. Enfin, je me déplaçais tout le temps, je marchais. Très active. Donc, ça me permettait vraiment de bien supporter la D'accord. grossesse. Il y avait aucun problème médical, problème médicaux. Il y avait vraiment rien à signaler. Donc, Ok. Et ton accouchement, comment il s'est passé? mon accouchement. J'aime bien entendre les histoires d'accouchement. Donc, du coup, on se marie. Oui. Mais le mariage, j'étais épuisée. J'étais très fatiguée. Okay. J'étais très fatiguée, j'avais chaud, j'étais stressée, angoissée. En plus, tout s'est fait tellement vite. Ouais. Après, j'ai quand même profité, j'étais heureuse, mais il y a toujours ce petit stress. Le jour J, tu profites pas autant que tu aurais voulu profiter. Et puis, la fatigue s'est accumulée. Et j'avais été un peu malade dans les quelques jours avant le mariage par la grossesse. Et le docteur m'avait dit, mais vous êtes juste stressée, madame. Et je dis, ok. Et après l'accouchement, moi, franchement, mon accouchement s'est bien passé. D'accord. Mais j'ai dû faire une césarienne. Ok. Et je crois que dans une des questions, tu me demandes, genre, est-ce que j'ai mal vécu la pression qui a pesé sur moi quand j'étais enceinte et endeuillée. Mais moi, je trouve que la plus grande pression que j'ai reçue en Côte d'Ivoire, c'est il ne faut pas accoucher par césarienne. Ah, ça. Et je trouvais que cette pression était... Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, je pense que c'est en Afrique en général. C'est comme si on te dit, tu n'accouches pas vraiment si tu accouches par césarienne. Il faut accoucher par voie basse. Exactement. Et on le rappelle, ton mari, il est ivoirien. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu as la famille africaine. On a oublié de parler quand même du choc des cultures, j'imagine, très présente quand même. Donc, comment ça s'est passé, cette pression? Moi, je pense que mon accouchement, j'étais pas du tout prête. Oui. Mon premier accouchement, j'étais jeune aussi. J'étais très jeune, j'avais 25 ans. Donc, j'étais pas du tout prête. Et ma mère, qui n'essayait de pas trop s'en mêler pour me laisser découvrir, à un moment donné, tilt et me dit, mais Géraldine, t'as pas vu comment s'appelle celui qui... L'anesthésiste? L'anesthésiste. Pour la péridurale. Elle me dit, t'as pas vu l'anesthésiste? T'as pas vu, même au cas où il y a une césarienne? Au cas où il y a une césarienne, oui, effectivement. Je dis, non, mais je veux pas faire de césarienne. Elle me dit, t'en sais rien, enfin, allons voir. Et c'est ma mère, même à la fin, qui m'a plus accompagnée dans ce sens-là. Et tu verras bien, mais au cas où, t'as déjà tout préparé et tu pourras faire une césarienne si t'en as besoin. Et en me rappelant qu'elle-même avait fait des césariennes, que je suis née par césarienne, qu'il y a de fortes chances que je passe aussi par là. Mais ce blocage, c'est parce que toi, tu l'avais ou parce qu'on te disait... Vraiment ma belle famille, donc ma belle-mère et mon mari, qui sont vraiment pas des gens malveillants, ils sont extrêmement bienveillants, mais dans la blague, me répétaient constamment, toi tu vas pousser tu pousses faut pas faire tes chichis que tu fais d'habitude ici, faut pousser, tes caprices là on n'en veut pas. Et il me répétait ça, et forcément ça rentrait dans ma tête déjà que j'avais très peur d'accoucher, je voyais mon corps changer, j'avais vraiment peur, donc j'avais vraiment dit là. J'ai vraiment angoissé. Et le jour J, en plus, j'étais à 41e semaine. Le bébé, il était assez gros. Ah oui. Donc, on me déclenche quand même pour tenter l'accouchement par voie basse. Et ça ne se passe absolument pas. Ok. Et j'essaye, je perds rapidement les os, mais ça ne se passe absolument pas. Il n'y a rien qui se passe. Ah, ok. Et dans la nuit, ma gynéco m'a proposé la césarienne. Et j'ai accepté. Vraiment, bien sûr. Bien sûr. Alors que d'autres mamans, je sais qu'après j'ai regretté pour un an. C'est vrai? Jusqu'au décès de mon mari, j'ai regretté de ne pas avoir été plus combative ou plus non, mais patiente. des fois, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est ça, justement, on met souvent la pression aux mamans sur ça en disant, ah non, mais c'est des trucs de facilité, la césarienne. Mais non, enfin, en général, quand c'est indiqué la césarienne, c'est qu'il y a un problème de santé pour la mère ou pour l'enfant. Donc, j'avais perdu les os depuis 15 heures, il était 1h du matin. Attends, il n'y avait pas tant de risques que ça, mais c'était en mode, ils voyaient bien que j'étais dans la souffrance. Que tu étais fatiguée de la souffrance, oui, c'est pour te soulager. J'ai vu des reportages après des mamans, elles attendent 3 jours dans cette souffrance-là. Je me dis, mais comment? Oui, ça existe encore en Afrique, oui. Beaucoup. Et donc, ton accouchement, un bon bébé en bonne santé. Après, mon bébé était en bonne santé, tout le monde était tellement heureux que personne n'a plus jamais reparlé. Mais moi, c'est toi, tu as culpabilisé encore. Vraiment longtemps. Ah ouais. Longtemps, ouais. Et pourtant, j'ai rapidement repris oui, tout de suite. La forme, donc, mais beaucoup de gens ne le savent pas, que j'ai accouché par césarienne. Alors, deuxième accouchement, deuxième grossesse. Tu tombes enceinte assez rapidement. Comment tu le découvres? Est-ce que vous êtes heureux? Comment ça se passe? Donc, mon premier enfant a 1 an. Ok. Et on a encore une fois la pression de la famille. D'accord. Pour faire le deuxième. Non, ça, il faut que nos familles africaines arrêtent ça. C'était les deux familles, parce qu'il y avait. C'était les deux familles. La famille du côté de mes parents et ma belle famille se partageaient la garde de mon fils. D'accord. Et avec vraiment, dans la joie et dans la bonne humeur, mais ils voulaient tous tout le temps avoir Gohan. Mon fils est tellement joyeux et rigolo et tellement mignon, et tout le monde voulait tout le temps l'avoir. Et tout le monde, non, j'arrive pour l'anniversaire, on m'a dit qu'il faut faire un deuxième. Comme ça, chacun prend un. J'ai dit, mais non. Oh non, trop drôle. Nous-mêmes, en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il y a le Covid. Et mon deuxième enfant, c'est vraiment un bébé Covid. Bébé Covid, ok. Vous êtes à la maison. On est à la maison et on avait envie. Et donc, du coup, forcément, au bout d'un moment, la grossesse est arrivée. Alors, tu parles de ton mari. Quel genre de personne c'était?
Quel genre de mari d'abord? Vraiment une personne formidable. Ouais. Très bienveillante, très sympa, très populaire, très connue, donc du lycée à l'université ou au travail. Tous ses collègues, jusqu'à présent, sont super bienveillants avec moi, heureux de me voir, parce qu'il leur rappelle l'homme qu'il était. Il était vraiment, vraiment quelqu'un de génial. Vraiment. D'accord. Et c'est vraiment les meilleurs par les premiers, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, Jusqu'à présent, on se demande, mais pourquoi lui, c'était le plus sympathique, le plus discret, sans histoire. Il y a des gens qui ont fait des discours à son enterrement, mais il n'avait pas une seule histoire sur quelqu'un vraiment en bon terme avec tout le monde. D'accord. Alors, deuxième accouchement, comment ça se passe cet accouchement-là? Parce que du coup, tu peux nous resituer les faits. Donc, en fait, les situations, voilà, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. C'est que, parce que dans la chronologie. Donc, je suis enceinte donc déjà, dès que je suis enceinte, mon mari voulait une fille. Moi, je voulais un garçon. D'accord. Pour le deuxième. Ok. Donc ça, c'est vraiment une conversation qu'on avait régulièrement. Il y a même des commentaires sur Instagram où une fois, ils rigolaient et on parlait des prénoms de l'enfant. Et je disais, non, mais ce sera un garçon, ce sera un garçon. Et on avait déjà choisi le prénom avant même que l'enfant, je sois enceinte. Donc quand je suis enceinte, la grossesse se passe bien. En plus, c'est en période de Covid, donc tout est un peu au ralenti. On est heureux. Et après, je trouve que quand on reprend le travail après le Covid, tout le monde est un peu sous pression. Il y a un stress. On était au mois de septembre quand tout le monde a commencé à vraiment reprendre après l'été. Et il y avait un stress, donc c'est la fin d'année, tout devait se faire comme si on n'avait pas été pendant 3 mois, le monde s'était pas arrêté. Et à ce moment-là, on est très concentrés. Il y a les élections aussi qui arrivent en même temps. Donc, c'était fin 2020. On était tous concentrés sur nos choses. Et moi, j'essayais de me concentrer sur ma grossesse. Mais vraiment, même souvent, j'oubliais même que j'étais enceinte parce que j'avais le petit dossier qui avait 1 an. Oui, tout petit. Donc, je m'occupais énormément de lui. J'avais repris le travail. Donc, j'étais assez occupée. Et c'était vraiment une grossesse sans histoire, sans bobo. Des fois, mon mari rigolait. Il disait, mais toi, est-ce que t'es enceinte? Même tu fais pas des chichis comme pour le premier. Pas de caprice. Genre, rien. C'était vraiment tranquille. Et d'un coup, la nouvelle nous est arrivée sans qu'on s'y attende. Et mon mari, il est vraiment décédé subitement, du jour au lendemain. Dans l'heure, en 1 heure, il est parti. Et c'est vraiment une mort subite et on peut, jusqu'à présent, même pas comprendre ce qui s'est passé. Ah bon? Et moi, je me suis endormie à 20h et toute la famille... Tu étais enceinte de combien de mois? Donc, à la même période que j'ai fait le mariage, j'étais enceinte de 8 mois et quelques. D'accord. Et j'allais prendre mon congé maternité. D'accord. Exactement, et vraiment là, exactement comme mon mariage. J'allais prendre mon congé maternité. Donc j'étais assez fatiguée, 8 mois et quelques. Enfin, on est juste là à continuer, mais je me concentrais surtout sur moi, dans le sens où je me reposais. Et donc je dors à 20h ce jour-là. Et mon téléphone sonne à plusieurs reprises. Je vois des gens qui m'appellent, mais je comprends pas. Je dis, mais vous devez chercher Cédric. Donc mon mari s'appelle Cédric. Et je dis, vous devez chercher Cédric. Il est dehors. Ah, il est avec telle personne. Il est là. Et les gens, quand je vois ils me répondent pas. Enfin, c'était bizarre. Il y avait un truc bizarre. Moi, je calcule pas. Je me rendors. Et d'un coup, mes parents sonnaient chez moi. Et il était minuit. Et juste avant que mes parents sonnent chez moi, mon fils tombe du lit. Parce que je venais d'installer le lit in place, comme le lit à barreaux devait pour être son frère. Bon, il était encore trop petit. Il avait 1 an et demi, 6 mois. 1 an et 6 mois. Il avait 18 mois. Donc, c'était trop. Donc, il tombe du lit. Donc, le lit Ikea, vraiment pas très haut. Il tombe du lit. Et ça me réveille. Au même moment, ça tape chez moi. Et en fait, là, je comprends qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Tu comprends tout de suite? Non, mais... Tu sens que... Parce que tes parents viennent pas taper chez toi comme ça. À minuit, non, personne. Voilà. Genre à minuit, en tout cas. Oui, à minuit, non, mais c'est clair. Oui, à minuit. Rappelons-leur, oui, effectivement. Et donc, ça m'a vraiment... Mes parents m'annoncent la nouvelle et moi, j'ai hurlé. J'ai dit, mais non, vous dites n'importe quoi. Laissez-moi dormir. Enfin, genre... Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Comment, enfin, parce que j'imagine tes parents qui viennent et te disent, voilà, ton mari est décédé. Est-ce qu'ils t'expliquent qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout? Non, mais personne ne sait. Donc, en fait, quand ils m'annoncent la nouvelle, moi, vraiment, je pars dans une crise d'angoisse, en même temps de panique, en même temps de déni total. Donc, je refuse. Et en même temps, donc, ils me prennent mon enfant, le grand. Donc, ils le prennent et ils descendent. Ils disent, attends, on arrive. D'accord. Et donc, d'un coup, je me retrouve toute seule avec mon téléphone et j'appelle la première personne à qui je pensais. Qui était à ce moment-là ma collègue, là où je bossais au plateau. Et c'est elle qui avait été la première informée de ma grossesse. D'accord. On était très proches. À ce moment-là, c'était à Diaké. Elle vient d'Adiaké. Donc, c'était à la pharmacie d'Adiaké que j'avais appris ma grossesse. J'avais acheté un test de grossesse à la pharmacie. Non, mais du coup, je l'appelle et elle est à Bassam à ce moment-là. Elle me dit, attends, j'arrive. Et en fait, ça veut dire que dans la suite, tout le monde à qui j'ai parlé, tout le monde m'a dit, attends, j'arrive. Attends, j'arrive, ok. Et personne ne me parlait, en fait. Tout le monde me disait, attends. Genre, et c'était vraiment... Et moi, genre, à chaque fois, les gens me raccrochaient, je disais, mais je vais attendre quoi? Oui, j'attends quoi? Oui, effectivement.
Et j'étais juste... et effectivement, j'ai attendu un tout petit peu, mais les gens sont arrivés. Donc après, ma belle-mère est arrivée, son oncle est arrivé. J'ai récupéré les effets tout de suite. J'ai demandé à voir les effets, le téléphone, tout. J'ai récupéré tout, j'ai rangé tout. Et son oncle est une des premières personnes à être rentrée dans la chambre à ce moment-là, dans ma chambre. Parce que lui a vécu la même chose. D'accord. Il a perdu la mère de ses 5 enfants. Wow. Enfin, donc sa femme. Sa femme, oui. Il y a plusieurs années, il y a longtemps, dans le quartier à la Rivière-à-Trois, à Bon-Pasteur. Et tout de suite, je l'ai regardé. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais tonton, comment t'as fait? Ouais. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu vas faire. Tu vas voir, tu vas faire. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais comment je vais faire, tonton? Genre, comment? Il me dit, tu portes la vie. Cédric est en toi. Il était dans les discours vraiment. Et je le regardais, mais j'écoutais même pas ce qu'il disait. Et je me rappelle qu'il m'a dit ça, il m'a touché, il m'a dit, tu portes la vie, touché mes genoux, tu portes la vie en toi. Mais il n'était jamais arrivé chez moi. C'est un oncle qu'on allait saluer, c'est un grand monsieur. Et il était devant moi, comme ça. Mais il m'a juste rassuré, il me dit, tu vas voir, tout va bien se passer. D'accord. Et à partir du moment où tout le monde me disait ça, tout va bien se passer. Tout le monde te disait, tout va bien se passer. Waouh, c'est fort quand même. Genre, ça va aller. Oui, c'est le mot qu'on dit en Afrique, ça va aller, Yako, ça va aller, mais toi... Et moi, je demandais aux gens, mais comment je vais faire? C'est ton partenaire de vie, c'est ton mari, C'était vraiment mon partenaire. Et on voit plusieurs couples dans Abidjan. Il y a plein de couples, les gens sont... Moi, c'est vraiment... Ce qui a vraiment choqué les gens, c'est que moi, on ne m'avait jamais vu sans lui. D'accord. Et aujourd'hui, on me voit sans lui. Sans lui, oui. Mais avant, c'était même pas... À part au travail... Oui. Et encore, il me déposait au travail chaque matin et il me récupérait au travail chaque matin. C'est-à-dire que c'était genre mon meilleur ami. Oui. Souvent, je dis ça en rigolant, c'était mon papa, mon meilleur ami, mon âme sœur, mon chauffeur. Mais c'était vrai, je voulais pas quelqu'un d'autre, c'était lui. Donc il me disait, mais je vais te prendre un chauffeur. Je dis, non, c'est toi. C'est toi, ouais. Et c'était tout le temps, c'était vraiment une relation fusionnelle pendant 4 ans. C'est ça. Et là, du jour au lendemain, on te l'enlève. Alors... Tu l'as vu? Tu allais le voir? Comment ça se... Donc c'était vraiment une très mauvaise idée. Ouais. Et personne ne voulait que j'y aille. Mais d'un coup, je me suis dit, non, il faut que j'y aille. Et personne ne voulait, dans ma famille proche, ils voulaient pas. Donc moi, je me retrouve d'un coup chez mes parents. Donc je laisse l'appartement. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Dans le sens où j'ai perdu le foyer que j'avais. Le foyer, la personne avec qui j'étais au quotidien tout le temps. Donc je me retrouve chez mes parents, d'un coup je regarde et j'ai même plus parce que quand on a un foyer on doit remplir le frigo, on doit faire la déco, on doit s'occuper de la maison, et là d'un coup j'avais plus rien à faire puisque j'étais chez mes parents. Chez tes parents. Et alors je sais pas si après réflexion j'aurais pas dû rester chez moi. D'accord. Mais en même temps c'était beaucoup trop difficile de rester chez nous, mais c'était chez lui. Chez vous. Bah, donc c'était beaucoup trop difficile mais en même temps heureusement je suis partie chez mes parents parce qu'au moins j'ai eu de l'aide. Je sais que j'allais te demander, tu étais assez entourée parce que tu avais ta famille. Donc en fait, ce que les gens savent pas, c'est que mes parents habitent en Côte d'Ivoire depuis 2016. D'accord. Donc mes 2 parents habitaient dans le quartier. On était à 3 minutes de voiture. Ok. Donc juste, je change de rue en fait. C'est ça, dans un endroit un peu plus grand. Donc pour les enfants, c'est pratique. Ouais. La présence, pour recevoir de la visite, c'est pratique. Mais non, c'était vraiment difficile d'un coup de se retrouver de retour en arrière. On est de retour chez les parents, on est de retour. C'était quoi le plus dur pour toi à part, j'ai envie de dire, sa perte, sa disparition. C'était le fait que tu te retrouves chez tes parents, le fait que tu doives gérer les enfants. Déjà même, on va revenir même au fait que tu as accouché entre temps. Je pense que l'accouchement était vraiment revenons très sur difficile. l'accouchement. Là, tu as 8 mois quand tu apprends le décès. Donc, il te reste quoi, 1 mois avant d'accoucher. Comment se passe ce mois-là jusqu'à ton accouchement? Donc là, je dois tenir 1 mois. Ok. Et dans le mois, donc déjà, il y a tout le monde qui vient dire Yako. Il y a la veillée. Donc le premier soir des 3 jours de présentation de condoléances, je suis pas là le premier soir. D'accord. Parce que j'apprends ce jour-là qu'on va pas faire d'autopsie et que je ne saurais pas pourquoi il est décédé. Et il est 17h quand j'apprends la nouvelle. La présentation des condoléances est à 18h. Et déjà, c'était beaucoup trop un bouleversement pour moi. Donc, je vais aller chez sa mère parce que les présentations se retrouvaient chez sa mère. Et pour moi, c'était tellement nouveau. Enfin, jusqu'à présent, j'étais en Côte d'Ivoire, j'assistais au mariage et au baptême. Et quand il y avait des décès, il allait sans moi. J'étais jamais allée à des décès, à des obsèques. Vraiment, je voyais personne décédé. Enfin, en même temps, j'étais tellement jeune. J'avais pas eu d'amis qui étaient décédés à ce moment-là. Donc, je savais pas ce que c'était des présentations de condoléances. Je savais pas ce que c'était Ivocep. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était Ivocep. Je ne connaissais pas vraiment, et d'un coup, j'ai tout appris. Et je suis quand même allée à Ivocep. Donc, je fais la présentation des condoléances à partir du 2e jour. Parce qu'on me dit, mais non, il faut absolument que tu sois là. J'ai dit, oui, j'irai, mais vraiment, donnez-moi juste cette soirée, je peux pas. Demain, je viendrai. Donc, j'ai fait la présentation des condoléances.
Je vais à Ivocep pour le corps, qui était vraiment, je pense, une très, très mauvaise idée. D'accord. Parce que ça m'a bouleversée. J'étais choquée. C'était comme si tu réalisais? Non plus. Non. Mais j'étais en crise d'angoisse et je pleurais. Ok. Et j'avais au bras un ami à lui je tenais son bras et je pleurais, mais j'étais encore en panique, en fait. J'étais vraiment complètement en panique et dans le déni. Je dis, mais non. Ouais. Et en plus, c'est quand même particulier. On est en Afrique. Moi, j'imagine ça comme dans les films. C'est pas comme dans les films. C'est pas comme dans les films. Dans une salle, on rentre, il y a plusieurs cercueils. Après, c'est vraiment particulier. Moi, j'avais une image de la mort qui a été complètement cassée. D'un coup. Comme dans les films américains. Quand quelqu'un va voir le corps, c'est tout beau, tout joli. Et là, non, c'était horrible. Et en plus, c'était pas tout beau. Et en plus, j'étais juste choquée. Et le lendemain, on fait le discours à l'église. Donc, la veille à l'église. Et le surlendemain, après, on fait l'enterrement. Et après, là, je commence à me retrouver un peu seule. Et en même temps, ça me fait du bien. Et en même temps, je commence à réaliser. D'accord. Et en même temps, j'ai le petit avec moi qui a 1 an et demi. Et j'essaie aussi un peu d'oublier pour me concentrer sur lui. D'accord. C'est ça que j'allais te demander. Oui. Lui, j'imagine, à 1 an, il réalise pas. Est-ce qu'il a demandé après son papa? Ouais, il a tout de suite demandé après son papa. Oui, le papa. Ok. Parce comment tu as géré ça? On retourne. Le jour où on descend de l'appartement avec lui, il était là. Je sais même pas pourquoi il était là. Oui, je crois que ma mère avait dormi dans l'appartement avec lui. Et quand on sort de l'appartement, tout de suite, il regarde la voiture. Il dit, ah, ça, c'est la voiture de mon papa. Et tout le monde était genre... Bah oui. Genre les larmes aux yeux, personne n'osait dire quoi que ce soit. Mais moi, tout de suite, je lui ai dit, tu sais, papa, il est parti au ciel. Papa, il est parti au ciel. Tout de suite, tu lui as dit? Tout de suite. Papa est parti au ciel. Papa est pas là. Papa est parti au ciel. Et tout de suite, il a compris. Et j'aurais dit même des photos. À ce moment-là, il avait vraiment un regard triste. Et je pense qu'il était vraiment triste. Et à 1 an et demi, il a vécu la tristesse à sa manière. À sa manière, ouais, ok. Et en même temps, il était tout gentil, tout mignon avec moi. Il était content d'être dans la maison de ses grands-parents. Il avait plein de visites. Il était plutôt joie. Il a gardé sa joie de vivre. D'accord. Mais on sentait qu'il avait compris ce qui s'était passé et on lui disait, papa est parti au ciel. Donc nous, on a tout de suite identifié ça au ciel. Au ciel, d'accord. Aux étoiles et à la lune. D'accord. Donc c'était vraiment les repères. Donc dès qu'il voyait la lune, il disait, maman, il y a papa. Très bien, ok. Donc tout le temps, il disait ça. D'accord. Alors, où j'en étais? Vraiment, c'est... Bon, je me reprends. Tu dois accoucher. Donc, Gohan a 1 an, c'est ça? Comment tu vas accoucher? Comment ça se passe, cet accouchement? Tu as dit que c'était assez compliqué. Donc, donc il y a 2-3 semaines qui se passent où je suis un peu invitée au Nouvel An, je suis un peu invitée à droite à gauche, donc c'est les périodes des fêtes, donc les gens sont occupés, il y a les fêtes. Tu peux nous rappeler la date que ça arrive? Il est décédé le 11 décembre. On l'enterre le 18 décembre. Ok. Et on fait les fêtes. Et c'est vraiment horrible. Ça allait très rapidement, en fait. Et en plus, tu te retrouves dans les fêtes de fin d'année, de Noël et tout. Et le sapin, il avait monté le sapin la veille, genre 2 jours avant de décéder. C'est lui qui avait acheté toute la déco du sapin. Il avait fait monter... Non, mais c'était vraiment... Et le sapin est resté à sa place dans l'appartement. Et je suis pas retournée dans l'appartement avant 3 mois. Ouais, okay. Pendant 3 mois, j'ai pas mis les pieds là-bas. J'étais juste chez mes parents. Donc, quand j'avais des invitations, des fois j'y allais, des fois j'y allais pas. Je recevais de la visite. J'étais là au téléphone. Donc, à ce moment-là, je reçois beaucoup de messages sur Instagram. Donc, c'est là où je commence aussi à poster que Gohan et moi, on est quand même... Ça va, on va bien. Oui. Mais en fait, ça n'allait pas. On était juste... Je crois que c'est là que j'ai commencé à te suivre. C'est à cette période-là, je crois. Il y a beaucoup de gens à ce moment-là qui commencent à regarder mes stories. Et je continue à poster notre quotidien parce que finalement, on continue à faire la même chose, c'est-à-dire jouer. Moi, je suis en congé maternité. Donc, j'ai juste à m'occuper de mon fils de 1 an. À ce moment-là, il n'a pas de nounou à ce moment-là. Donc, je suis juste avec lui tout le temps. Tu es avec lui. Est-ce que ça te permet de tenir, de pas trop penser? Est-ce que... Alors, on y pense tout le temps. Oui. On y pense tout le temps parce que même avec le temps, on y pense toujours chaque jour. Mais au début, on y pense à chaque instant. D'accord. Mais par contre, j'essayais d'avoir des pensées positives. D'accord. Quand je jouais avec lui, je me dis maintenant, Géraldine, t'as la chance d'être en vie. T'as la chance de pouvoir jouer avec ton fils parce que Cédric, il ne peut pas. D'accord. Donc, juste profite. Ne sois pas triste, genre profite. Et puis lui-même, il disait toujours, il avait toujours les chansons de chansons ivoiriennes. Hein. Profiter de la vie. Que ce soit, il avait toujours les mêmes chansons que ça, Kérosène. Il écoutait toujours ce genre de chansons dans la voiture. Donc, il m'avait déjà transmis cette joie de vivre. D'espoir que, en fait, genre, malgré les problèmes, continuons d'être heureux, en fait. Donc, on rigolait beaucoup. Enfin, chez mes parents, en plus, on était dans un confort super. Donc, on allait à la piscine, on jouait, on recevait des cadeaux, on faisait la cuisine. Enfin, on s'ennuyait pas. Mais vous ennuyez pas, mais... On était bouleversés. Et on essayait juste au quotidien... d'aller chaque jour un peu plus. Et donc, on arrive à cet accouchement toute seule, parce que je pense que cet accouchement, tu l'as imaginé, peut-être avec lui. Comment ça se passe?
Si, vraiment, avec lui. Je pense que aucune femme ne souhaite accoucher son enfant seule. Et moi, le premier, il était là du début à la fin. Même la césarienne, il était là. Dans la salle. Il y avait une vitre. Ah, d'accord, ok. Oui, parce qu'en Afrique, souvent, les papas ne veulent pas rentrer dans la salle d'accouchement. Non, mais lui, j'avais dit non, mais il était là. Il était là du début à la fin. Okay. C'est que même s'il sortait une seconde, je dis non. Viens là. Même si je criais, même si j'étais pas bien, il était là. Et même la césarienne, il était, non, c'était vraiment, il était tout le temps là. Et là, d'un coup, il est absent, il n'est absolument pas là. Tu t'es préparé à ça, à te dire que il sera pas là pour cet accouchement-là? Non, je pense qu'à ce moment-là, donc avec le temps que je passe avec mon fils, je suis un peu dans le déni. Ok. J'essaye d'oublier malgré tous les rappels qu'on me renvoie parce que les gens viennent me visiter, les gens m'appellent, les gens envoient des messages. Mais j'essaie vraiment de mettre ça dans un coin de ma tête. La nuit, j'ai du mal à dormir, le matin, j'ai du mal à me réveiller, mais ça va. À ce moment-là, ça va encore. Mais quand j'accouche, le jour de l'accouchement, je suis trop heureuse. D'accord. Et j'ai vraiment un pic de bonheur qui est genre irrationnel. C'est-à-dire que je vois mon fils est tellement beau à la naissance. Enfin, même tout le monde disait, mais il est trop beau ce bébé. Enfin, il souriait. Il était tellement joyeux. Et alors, les gens, en plus de la clinique où j'ai accouché, me connaissaient déjà pas mal. Oui. Donc, ils m'aimaient bien. Ils connaissaient ton histoire et tout. Ils connaissaient l'histoire. Ils m'aimaient bien. Et certains connaissaient déjà il était apprécié. C'était vraiment quelqu'un qui, partout où il allait, il était classe, sympa, élégant, poli. Il faisait bonne impression tout de suite. Moi aussi, mais des fois, je peux être un peu plus donc lui, il faisait vraiment aucun bruit. Et alors moi, des fois, je peux râler pour quelque chose, faire des chichis. Lui, non, jamais. Et du coup, les gens m'appréciaient énormément. Et quand ce bébé naît, il est tellement beau, tellement souriant, tellement... Et je suis super heureuse. Et ma belle-mère est là, ma mère est là. Donc, c'est les deux qui m'ont accompagnée. C'est elles qui t'ont accompagnée. Okay, on arrive à 7h à la clinique, tout se passe bien. Donc, c'était une césarienne programmée, puisqu'elle était trop rapprochée de la deuxième. D'accord. Mais à ce moment-là, j'avais digéré le fait qu'une césarienne, c'était pas grave. Puisque ma gynéco m'avait encore rappelé qu'en fait, si on a fait une césarienne, c'est que ça devait se passer comme ça. Et que le plus important, c'est que le bébé est en bonne santé. Donc, je fais la césarienne programmée, le bébé naît, tout va bien. Tout va très bien. Et la nuit arrive. Et dans la nuit, je m'endors et quand je me réveille au milieu de la nuit, et là je réalise qu'en fait ça va pas du tout. Et là j'ai commencé à être effondrée genre j'étais toute seule et j'étais vraiment très triste quoi. J'étais vraiment très triste. Et à ce moment-là j'ai commencé à être triste. Donc c'est comme si j'avais supporté tout ce temps et après je suis triste quoi. Je veux même pas putain, désolée. Et là je suis triste et je peux pas l'appeler pour lui dire tu fais chier, t'es où? En fait. Genre je peux pas juste l'appeler et lui dire t'es où? C'est comment? Et je veux partager avec lui, donc on choisit le prénom, on choisit son prénom, on met son prénom. Vous aviez discuté du prénom? Pardon. On avait déjà choisi le prénom ensemble, c'était Tiger. Tiger, Et on met en plus son prénom, son premier prénom c'est Cédric, on met son prénom Yacouba dessus. D'accord. Sadia. Donc, en fait, l'enfant, et on dit, il est né le 19 janvier, et c'est un mois après l'enterrement, et ma belle-mère est dit, il est revenu, elle faisait que dire ça, il est revenu. Et même, elle était dans la joie, Mais souvent, c'est ça, on te dit que les gens qui partent, ils reviennent d'une certaine manière. Oui. Et on était dans la joie, mais quand la nuit arrive, on est très triste. Et le pire, c'est que le lendemain matin, personne vient me rendre visite. Ah bon? Personne. C'est comme si, je sais même plus, je crois que dans la soirée, avant, quand tout allait bien, le premier jour, il y a un tonton qui est venu nous voir, un ami à lui. J'ai reçu quelques visites, mais je m'en souviens pas très bien. J'étais tellement dans une joie irrationnelle ce jour-là. Et puis la césarienne, donc j'avais comme une anesthésie. Dans les vapes, oui. Mais j'étais joyeuse. Et le lendemain, personne vient me voir. Donc toute la matinée, je suis toute seule. Mais pourquoi? Personne vient me voir. Et là, Là, tu t'es dit non. Je me dis, mais je comprends pas. Et je suis toute seule, et je suis triste. Et en même temps, je suis triste, je pleure. En fait, j'ai même pas envie de quelqu'un, mais je suis toute seule. Oui. Donc, j'ai personne pour me changer les idées. J'ai une amie qui était très, très proche de moi, qui s'appelle Prunelle. Elle était avec moi tellement que, elle vient pas ce matin-là, je suis étonnée qu'elle vienne pas. Ouais. Et tu penses mais après, les gens, ils ont une vie, on est en pleine semaine. Oui, mais bon, quand même, enfin, tu t'attends qu'il y ait quand même des gens qui, ou bien peut-être qu'ils voulaient te laisser seule, parce que tu sais, souvent dans ce genre de cas, on sait pas trop comment se comporter face à quelqu'un qui traverse quelque chose de tellement douloureux. Des fois, il y en a qui préfèrent fuir, ou alors c'est dur. Et comment toi, tu aurais aimé que les gens réagissent? Donc en fait, je suis restée 4 jours et après j'ai reçu la visite. D'accord. Mais cette nuit-là, cette matinée-là où j'ai réalisé, c'était très dur. Ont été vraiment horribles. Et je crois que j'étais même dans la nuit, j'étais même sur les réseaux, il y avait des articles sur sa mort que j'ai demandé à faire supprimer. Genre, j'étais vraiment dans une espèce de réalisation de tristesse, de paranoïa, vraiment d'angoisse, d'anxiété, qui est vraiment, c'est malsain parce qu'au final, il faut juste se relaxer et se détendre, mais c'est difficile quand il y a toutes les pensées qui viennent dans la tête en même temps.
Mais bien sûr. Et on avait vraiment voulu avoir des enfants à 2. Ouais. C'était vraiment un projet. Un projet de vie, oui. Ça, on était mariés depuis 1 an. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment trop dur. Et c'était dur enfin, là, on te voit aujourd'hui comme ça, là. Mais franchement, parce que moi, je te vois à l'école des enfants le matin, tu as toujours cette joie de vivre, cette bonne humeur. Là, on va revenir à comment tu as réussi à surmonter cette partie-là. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, tu as tes 2 enfants. Bon, tu nous as dit que tu es entouré, tu as la belle famille et tu as ta famille à toi-même. Comment tu arrives à surmonter tout ça? Comment tu es nouvelle maman de 2 jeunes enfants en très bas âge. Comment tu gères le quotidien, en fait? Parce que je sais que c'est des histoires qui peuvent arriver. Il y a des femmes peut-être qui vont nous écouter et qui traversent ça. Comment elles te disent, comme ton oncle qui est venu et qui t'a dit ça va aller là. Toi, comment tu as géré? Déjà, comment toi tu as géré? Donc, ce qui est sûr, c'est que avec le temps, j'ai réussi. D'accord. Mais au quotidien, au début, j'avais vraiment des moments d'absence. Ok. Et moi, je pense que mon petit garçon, qui est né à ce moment-là, il est vraiment arrivé dans une atmosphère pesante, triste, et où la communication, il y avait des moments où on a essayé de plus en parler. D'accord. Et c'est souvent ça, je pense, dans les familles où il y a des décès comme ça, souvent, on va essayer de pas trop en parler au début. Alors qu'en fait, il faut continuer à en parler, il faut faire des blagues, mais c'est difficile, des moments où on veut plus en parler parce que c'est trop douloureux. Et je pense qu'il est arrivé dans une famille où vraiment, on était tellement tous tristes. Et lui, il était beau et il faisait que sourire et il faisait que rigoler. Et genre, il était vraiment tout le temps dans la joie. Et ce qui était vraiment difficile, c'est qu'autant mon grand garçon, qui était pas grand, qui avait 1 an et demi, mais je lui avais tout expliqué, on en parlait beaucoup. Lui, on lui a rien dit. Et en plus, il est tout petit, quoi. Il comprend pas. Il arrive dans une maison où il y a une maman, un grand frère, qui est tout petit, et il a les grands-mères. Alors, parce qu'à ce moment-là, mon père n'est pas là. Mon père est à Kinshasa à ce moment-là. Donc, il voit beaucoup les grands-mères, il a pas du tout de repères masculin, paternel. Il y a personne vraiment qui est là. Il y a des personnes qui viennent rendre visite, mais il voit que les gens restent 1 heure, pas plus. Donc, c'est vrai que il est pas malheureux pour autant. Mais nous, vous êtes malheureux. Donc, je pense qu'il a quand même ressenti des fois ce côté et il était tellement joyeux. Je pense qu'il était plus joyeux qu'un enfant normal parce que même il y a des mamans, même tu connais Paula. Paula, dans la foulée, elle a eu envie d'avoir un troisième parce qu'elle le voyait. On était voisines à ce moment-là. Et elle disait mais il est trop beau, il est trop souriant, il est trop gentil. Il pleurait pas. Il pleurait pas. C'était un bébé facile. Gentil. C'est comme si on me l'avait déposé. Pas de caprice. Alors que le premier faisait quand même beaucoup de caprices. Le premier, on se moquait toujours de lui. On disait mais comment tu vas faire pour être grand frère? Son papa se moquait, il faisait toujours des blagues. Mais comment tu vas faire pour être grand frère? Et en fait, il a été un super grand frère. Et à chaque fois, je le voyais, je me disais, ton papa doit être fier de toi. T'es un super grand frère. Il partageait ses jouets. C'est comme si d'un coup, tout était, mais ça n'empêche, même si tout était parfait. À ce moment-là, j'ai des super copines qui me sortent tout le temps. Pas tout le temps, mais je veux dire, j'étais avec les enfants. Qui te font changer. Mais le dimanche, je me dis, Géraldine, viens. Donc, je les pose les enfants avec les grands-mères. Je vais faire les brunchs. J'ai une petite vie sociale qui commence à un peu à grandir, qui me fait complètement changer les idées. D'accord. Et j'oublie même que je vais, parce qu'à ce moment-là, j'ai 26 ans et je me retrouve de nouveau avec mes copines de 25 ans. C'est ça. À m'amuser. D'accord. Donc, ça t'a aidé, le fait d'être entourée. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent rester seules. Toi, tu avais besoin d'être entourée, de changer les idées et tout. J'étais déjà tout le temps avec la grand-mère des enfants paternels, la grand-mère des enfants maternels. Et elles-mêmes, elles essayaient de tenir bon. D'accord. Mais elles avaient comme une joie parce qu'elles étaient tellement heureuses d'avoir leurs petits-enfants qu'elles dégageaient tellement une joie que ça me poussait beaucoup. Ça me tirait vraiment vers le haut. Ça te tirait vers le haut parce qu'elles ont la maman a perdu un fils aussi. C'était son fils unique. C'était son fils unique. Et elle était tellement... Et même elle, sa force, c'est un témoignage à elle seule. Parce qu'elle perd son fils unique. Et en fait, pourquoi les gens sont arrivés en retard le lendemain? Elle-même, elle perd son mari le lendemain matin, en fait, de la naissance de Tiger. Non. Et c'est pour ça que personne n'est arrivé à la clinique le lendemain. Elle a perdu son fils et son mari. Et à la clinique, quand on n'osait pas me le dire à moi. Et quand on arrive, finalement, ma mère me le dit. Et quand le temps qu'elle a mis pour me dire, j'ai cru que c'était elle qui était décédée. Alors, paix à son âme pour le mari. Vraiment, je suis désolée pour lui, mais moi, c'est elle qui était vraiment elle, si j'aurais, je voulais même qu'il soit mon témoin de mariage, tellement qu'on était proches. Et elle m'avait dit, mais non, je veux pas être ton témoin de mariage. On était très proches. Donc, quand j'ai cru qu'elle était partie,
ça m'a fait vriller, Oui. Et j'étais vraiment bouleversée. Et alors quand j'ai su que c'était son mari, alors j'étais triste pour elle, mais alors lui, on n'était pas très proches, donc c'est vrai que ça m'a pas affecté plus. J'étais tellement affectée par le décès précédent que le suivant, finalement, on n'est pas autant affecté, on est triste, mais c'est pas la même chose. C'est ça, ouais. Mais là, c'était trop, on s'est dit, mais c'est trop, c'est pas possible, c'est trop. Ouais. Et donc, malgré tout, donc j'étais beaucoup avec elle aussi, donc du coup, il y a aussi de nouveau dans des yakos. Donc je suis aussi avec elle, on est avec les enfants pour la tirer aussi vers le haut. Oui. Donc on essaie tous de se tirer vers le haut. J'ai aussi beaucoup, donc à ce moment-là, des super copines avec qui et on est invités tout le temps beaucoup. Ça nous permet, et heureusement que j'étais en Côte d'Ivoire et que j'étais jamais repartie ou en Suisse ou en France parce que ici en Côte d'Ivoire, on nous invite tellement tout le temps. Oui, que tu es souvent entourée, souvent... Oui, pour discuter pour dire ce qu'on a dans la tête, qui nous traverse. C'est important de juste plutôt que de rester chez soi toute la journée. Alors, c'est bien de temps en temps d'avoir des moments pour soi, mais on a besoin de communiquer. La famille ivoirienne et les amis ivoiriens, il y a toujours on va toujours nous inviter, il y a toujours un baptême, un mariage, une soirée pour se changer les idées. C'est ça. Et tu dirais que est-ce que ton deuil, tu le fais encore? Est-ce que tu as passé cette période-là? Comment, à un moment donné, est-ce que tu as arrêté de pleurer? Est-ce que tu pleures encore? Est-ce que comment tu gères ce deuil-là? Vraiment, c'est le temps. D'accord. Le temps qui apaise. D'accord. Le temps apaise, et le fait de faire les choses qu'on aime, d'avoir une routine, des choses qu'on aime, c'est vraiment la chose la plus facile à dire. Vraiment, parce que quand je t'entends dire ça, vraiment... Mais il faut l'appliquer. Parce que si on se réveille et qu'on fait déjà des choses qu'on aime dès le matin, à midi... Enfin, j'essaie vraiment constamment de faire des choses que j'aime bien, qui me font plaisir. J'ai pris les enfants, on est partis en vacances. On a fait j'essaie vraiment de faire des choses qui me plaisent. J'ai eu la chance de trouver un travail dans la foulée, de changer d'emploi dans la foulée et faire un emploi qui me convient vraiment. D'accord. Dans lequel je suis entourée de personnes bienveillantes, avec qui... alors, l'emploi où j'étais précédemment, c'était bienveillant, mais là, c'est plus adapté à mon profil. D'accord. Et je reçois beaucoup d'amour, même. Vraiment, c'est pas de l'amour dans le sens où de la séduction. Non. C'est de l'amour ou vraiment de l'amitié, en fait, de collègues ou d'étudiants qui nous apprécient. On se rend qu'on est apprécié pour ce qu'on fait au travail. Et moi, c'est vraiment... J'ai un impact sur les étudiants et même sur mes collègues. Et je sais que je vais pas au travail pour rien. Parce que tu nous as pas dit maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu... Donc moi, je travaille au lycée français Blaise Pascal. Je suis en charge de la classe préparatoire scientifique. Et du coup, les étudiants, il y en a qui sont boursiers, il y en a qui sont issus de familles défavorisées, il y en a qui ont un très bon niveau scolaire. Et en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ou ils ont entendu parler des classes préparatoires, mais on leur donne l'opportunité de venir le faire chez nous avec une bourse. Ou alors, il y a des étudiants qui payent la scolarité, mais qui n'avaient pas l'information. Et le fait de leur donner cette information, ça change leur vie et ça a un impact sur eux. Donc, j'ai l'impression d'être utile. Et quand je me réveille le matin, je sais que j'ai une mission. Ça me motive. La mission, c'est déjà d'amener les petits à chaque fois. De déposer les petits à l'école le matin. Ce qui n'est pas c'est une grande mission. Et après, je sais que j'ai des tâches. Et je suis toujours contente de voir mes collègues qui sont ravis d'échanger avec moi sur leur quotidien, sur leur... Donc, je fais des choses qui me plaisent. Je fais du sport, du yoga, du pilates. J'ai fait aussi du cardio à des moments, j'ai fait de la muscu, je fais de l'aquagym, je fais de la natation, tout ce que je peux faire qui me permet de bouger et pas rester allongé et regarder, parce que je peux facilement le faire. Même s'il y a pas des personnes qui rendent visite à mon bureau, je peux facilement regarder par la fenêtre, surtout que j'ai eu mon nouveau emploi mon bébé avait 6 mois. Et j'étais toujours dans un processus de deuil, donc forcément, à des moments quand je me retrouve seule dans le bureau, je regarde par la fenêtre et je suis triste. Sauf qu'il faut que je travaille. Donc le fait d'avoir de la présence, des personnes qui rentrent, qui vous demandent des services, ou qui demandent une tâche à faire, ça permet de s'occuper. De s'occuper et de s'occuper l'esprit, en fait. Parce que le problème, c'est le vide. Et le vide, ça rappelle toutes les pensées Alors, on peut écrire. Écrire, ça aide aussi. Moi, j'écris souvent mes pensées, des souvenirs que j'ai avec lui. Ça m'aide. Mais ça m'aide... Ça me rend triste encore peu. Ça me rend triste. Écris, ça te rappelle les souvenirs. Je peux en pleurer. Et au début, j'arrivais même pas à écrire. Dès que je voulais prendre un stylo pour écrire un souvenir que j'avais, assez vite, ça se transformait en tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Et puis c'était... Je pouvais écrire une page entière de tu me manques. C'était vraiment trop dur. Ah là là. Non, comment enchaîner après ça, je ne sais pas, mais... franchement, tu es pétillante. C'est-à-dire qu'on te voit, on peut pas, on sent
que ça a dû être... voilà, on ne le souhaite à personne, mais vraiment, c'est quelque chose, en plus avec 2 enfants, et on te voit aujourd'hui et tu te bats, et franchement, je sais pas, j'ai pas les mots pour... Ouais. J'ai pas les mots. Je voulais te demander si tu avais eu à voir un psychologue, si on t'avait dit qu'il fallait voir un psychologue. Je sais qu'en Afrique, on dit non, les trucs des psys, c'est pour les blancs. Mais je pense que tu as été tellement bien entourée aussi. Tu as parlé d'écriture. Est-ce que tu as ressenti à un moment le besoin de voir un psychologue, de voir quelqu'un? Moi, j'en ai vu une la première semaine. Et c'était le même jour où j'étais à la morgue. Et je lui ai parlé. Et j'ai déballé tout ce que j'avais sur le cœur. Et elle m'a dit, je pense que vous allez très bien et vous allez vous en sortir. Ah bon? D'accord. Et je suis sortie de là. Ma mère m'a dit, elle a dit quoi? Elle a dit que ça va aller. Elle a dit, ah d'accord. Sérieux? Ok. Alors ma mère voulait que je continue à y aller. Oui. Après, le problème, c'est que la psychologue, c'est quand même un coût. C'est pas remboursé par l'assurance santé. Ici, oui. Donc forcément, c'est assez vite. J'ai dit, bah non, maman, c'est bon. Elle m'a dit, mais elle était prête, bien sûr, à me le payer. Et j'ai dit, mais franchement, maman, j'en ai d'autres soucis. Viens, c'est pas grave. Et donc, j'ai pas continué à aller la voir. D'accord. Même si j'en ai eu souvent besoin. Parce que tout ce que j'ai traversé après. Ouais. J'ai eu comme des périodes d'angoisse après, ou comme je dis, de vie de travail, ou au quotidien, ou des moments. Parce que même si j'avais beaucoup d'amis, donc j'avais une vie sociale dans Abidjan, il y a des moments où genre je regardais j'étais perchée dans mes pensées. Ouais. Donc c'était vraiment difficile. Et par rapport à tes enfants, est-ce que des fois, est-ce que avec eux tu es tout le temps, est-ce que tu es tout le temps up parce que tu te dis il faut que je montre pas que je suis triste, que papa n'est plus là, ou alors tu t'autorises à être humaine et des fois à pleurer, ou alors montrer que maman elle est triste aujourd'hui, ou voilà, papa me manque. Comment ça se passe au quotidien? Parce qu'en plus tu as accouché du deuxième et tu devais donc t'occuper, c'est vrai que tu es entourée mais tu es la maman quand même, et tu devais t'occuper de ces 2 petits bouts. Comment tu gérais, en fait? Comment tu transmettais, je sais pas, déjà il y a l'allaitement, je sais pas si t'as allaité, il y a les nuits, il y a le quotidien d'une maman, c'est quand même émotionnellement intense, plus tu gérais émotionnellement le décès de ton mari. Comment tu faisais, en fait, au quotidien? Vraiment. Oui. J'ai même du mal à m'en souvenir tellement je dormais pas assez. Je pense que je dormais vraiment pas assez, parce que du coup j'étais perdue dans mes pensées, ou avec le petit. Et l'allaitement, moi, j'ai allaité jusqu'à 6 mois. D'accord. Les 2 jusqu'à 6 mois. Et je trouve que c'est la plus belle chose. Ouais. Au fond, j'adore, mais je critique pas les mamans qui le font pas. Mais vraiment, moi, j'adorais. Et mais j'ai culpabilisé pour le deuxième, parce que justement, il y avait des moments où il a commencé à avoir 6 mois, 1 an, 1 an et demi, quand il commence à vouloir parler, s'exprimer. Oui. À ce moment-là, je pense que j'ai vraiment eu un blocage. Et c'est vrai que le deuil se fait pas en 6 mois, ni en 1 an. Il y a vraiment 2-3 ans quand même de processus pour qu'un deuil soit réellement fait. Et même là, j'avais encore les larmes aux yeux en parlant. Mais je pense qu'il y a vraiment un processus. Et je dirais 3 ans. D'accord. Mais ça dépend, le lien qu'on avait avec la personne. Oui. Et lui, à ce moment-là, il commence à vouloir parler. Et c'est comme si, par rapport au premier avec qui j'essayais vraiment d'être dans la communication, de tout faire pour... Bon, mon fils, il a parlé... Mon premier enfant, il a parlé vite, mais le deuxième n'a pas parlé. D'accord. C'est-à-dire que mon fils ne disait même pas maman. Ok. Et là, au début, j'étais dans le déni. Je disais, mais il disait pas maman. Mais... Et entre-temps, en plus, quand il a 1 an et demi, mon père, qui était rentré de Kinshasa à ce moment-là, décède également. Et en fait, ça fait trop. Non, mais là, c'est... Donc, ça fait trop. Ça veut dire que nous, on n'est pas bien. Et il était super proche de son grand-père, qui en fait était rentré de Kinshasa. Il était en Côte d'Ivoire pendant 3 mois. Il s'occupait beaucoup de lui. Okay. Donc ils étaient assez proches, puisqu'il n'y avait pas c'était vraiment devenu son repère. Et il s'en va aussi. Et il avait commencé à dire, il disait même plus papou que maman. Que maman, oui. Donc on arrive en bas de chez son grand-père, il disait c'est chez papou. Okay. Et à ce moment-là, lui, par contre, je crois qu'on lui a pas vraiment dit. D'accord. On lui a dit non, c'est plus chez papou. On lui a pas dit papou est décédé. Je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, parce qu'à ce moment-là, lui, il arrête de parler. Ok. Il disait pas grand-chose. Il avait 1 an et demi. Oui, mais quand même. Mais je sais pas si c'est lié, mais forcément, il était en ventre pendant le choc. Là, il revit quelque chose qu'il dit qu'il croit pas. Donc ma mère, d'un coup, aussi tellement triste. Ma belle-mère aussi qui était triste. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2022. Mon père, il décède en octobre 2022. D'accord, ok. Donc, on allait aller sur les 2 ans de décès du papa, et mon père meurt aussi. Et on est vraiment tous bouleversés. Non, mais c'est incroyable. Et je crois qu'on lui dit pas. Je crois qu'on aurait dû le dire. Autant pour le premier, on avait dit. Autant le deuxième, on dit pas.
Et on rentre dans une espace ou dans une période de 6 mois où, je sais pas, moi, je crois que je parlais plus. D'accord. Je crois que, à ce moment, je commence à refuser des invitations. Genre, on m'invite à tel anniversaire, je dis en fait, non, je veux pas. Et je crois qu'en plus, t'en as pas parlé, que t'as pas. Non, je crois que j'étais même dans un déni total. Oui. Total, genre que mon père était décédé. Et j'en parle pas. Et à ce moment-là, en plus, je crois que, genre, ma meilleure amie, à ce moment-là, elle est pas là aux États-Unis. Genre, je me retrouve assez vite seule. Et non, mais je pars en France pour l'enterrement de mon père 3 semaines. Et quand je reviens, je crois que je dis même pas que je suis rentrée. D'accord. Et j'avais même du mal à me réveiller pour envoyer les enfants à l'école le matin. Ouais. La directrice, une fois, elle s'est fâchée contre moi. Mais parce que t'avais rien dit, donc personne. Non, la directrice savait. Elle savait, mais elle s'appelle pour se fâcher. Mais les gens, même si tu sais, ils décèdent le 22 octobre. Si en février, j'envoie pas les enfants à l'école le matin, les gens, ils se disent pas, mais il y a 3 mois, elle a perdu son papa, tu vois. Ok. Mais la maîtresse c'est vraiment la meilleure maîtresse Marlène. Elle était super compréhensible avec moi. Elle était super géniale. Ouais. Mais la directrice, je pense qu'elle a pas tilté. Elle était nouvelle, elle venait d'arriver à Abidjan. En plus, elle voyait juste que Géraldine était tout le temps en retard le matin. Ah, maîtresse Marlène, je crois que Marlène, elle aussi, elle est adorable. Elle est adorable. Marlène, en plus, elle a adoré mon père. Oui. Parce que mon père était en soutien. Donc, il était rentré à Abidjan depuis 3 mois. Donc, il avait arrêté à Kinshasa, son travail. Et il allait sur un autre contrat qui allait commencer, donc il avait vraiment quelques mois de libre où il profitait de ses petits-enfants. Il les récupérait 2 fois par semaine. Donc c'est comme si j'avais de nouveau un soutien de quelqu'un qui m'aidait au quotidien pour la gestion des enfants. Avec de l'amour, parce que c'est bien beau d'avoir des nounous et des chauffeurs. Il y a ce côté relationnel qui est très fort. Bien sûr, bien sûr. Et après, moi, en même temps, j'ai une nounou qui est super, que j'ai eu juste après la naissance de Tiger, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, qui à la base n'était pas là pour s'occuper de l'enfant et elle l'a pris vraiment comme son bébé et jusqu'à présent elle est avec. D'accord. Donc on a vraiment beaucoup de chance quand on tombe sur des bonnes nounous à Abidjan. Il faut les garder. Faut pas se séparer. Mais mon père, vraiment, je crois qu'on était tous dans le déni et à ce moment-là, moi, je suis bouleversée et je me renferme un peu sur moi. Mais j'avais peut-être besoin, mais bah il y a de quoi. Et en même temps, ça m'a pas aidé de me renfermer sur moi-même parce qu'au final, j'étais pas bien et franchement, j'ai une période un peu de vide. Et mon anniversaire arrive et je suis tellement triste. Et en fait, j'ai vraiment cette image où dès le décès de mon défunt mari, je tombe dans un gouffre, un puits, où profond. Et j'essaye de me raccrocher à chaque petite pierre qui va t'aider à sortir de Alors, il y a des puits. pierres qui sont plus instables que d'autres. En général, on s'accroche à des personnes aussi. Donc, on peut s'accrocher à un ami, on peut s'accrocher à une amie, on peut s'accrocher à une nounou, on peut s'accrocher à plein de choses, à un travail, une personne qu'on voit au quotidien. On peut s'accrocher à plein de choses, mais il y a tout le monde est là que pour un certain temps dans notre quotidien, dans notre vie. Des personnes qui restent 2 mois et des personnes qui restent 6 mois. Et quand ils s'en vont, à chaque fois, j'avais des pics, des chutes. De redescendre, Par exemple, j'avais des pics de bonheur si j'avais une nouvelle relation avec quelqu'un, ou une fois je suis à San Pedro à la baie des Sirènes, je suis super heureuse avec une amie pour son anniversaire et tout, on se régale. Et là, attends, je me réveille, donc je suis à la baie des Sirènes, c'est magnifique. Et là, je fais, en fait, ça va pas. Et là, je me dis, mais en fait, non. Et en fait, non, ça va pas. Et quand on redescend, la chute est vraiment violente. C'est violent, Alors, on retombe jamais tout en fond du gouffre. Pas comme cette nuit-là où on m'a annoncé la mort de mon défunt, ou la nuit où j'étais toute seule à l'hôpital. Mais on retombe quand même assez violemment. Donc après, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est ça, ou 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant. Ça permet de rebondir. Mais on sort jamais vraiment du puits. Moi, quand même. Je pense que depuis 1 an, j'arrive quand même à revoir, à être au-dessus, sortir la tête de l'eau. Puis les enfants, maintenant, ils sont plus grands. Donc, c'est moins lourd, c'est moins pesant. Vous en parlez? On en parle, oui, quand même. Vous en parlez? Donc, toujours les étoiles, la lune. Les étoiles. Donc, après, ma belle-mère, elle en parle beaucoup du côté religion. D'accord, donc, nous, dès qu'on va à l'église, on dépose des cierges, on allume des... On prie, on en parle. Mais vraiment, moi, j'aime le côté pour un enfant de comprendre que c'est le ciel. D'accord. Et même, il a un livre à la maison où c'est un enfant qui dit, j'aime pas, il aime plus les moustiques, il aime pas les girafes, il aime rien. Et à la fin, il dit, en fait, il est en colère parce que son chat est décédé et il est parti au ciel. Et il y a des moments de colère, en fait, aussi, parce qu'on traverse vraiment... Dans le deuil, dans le deuil, il y a plusieurs étapes. Oui.
Et moi, je pense que j'ai vécu plusieurs étapes en même temps à chaque D'accord. fois, mais il y a quand même des mois plus durs que d'autres. Où on est plus plongé dans la culpabilité, on est plus plongé dans la colère, tristesse, acceptation après. Acceptation, ouais. Et encore pour accepter, c'est quand même difficile. Donc, du coup, comme je devais accepter le décès de mon mari, le décès de mon père, à un moment donné, je crois que trop. Tu as dit, attends, mais ça suffit, je veux plus rien accepter, en fait. Non, mais c'est pas, non, mais à un moment donné, oui, et eux, à leur âge, de leur, on va dire, toi, tes sentiments, à la limite, tu es plus adulte, tu peux te dire, ah oui, là, j'identifie que c'est ça, ça. Mais un petit de 1 an et demi, il sait pas que, je suis en colère là parce que, c'est parce que, en fait, je réalise que peut-être papa est plus là. Enfin, ça doit être compliqué. Alors, comment on leur explique, comment à part leur dire, voilà, papa, il est dans les étoiles. Est-ce que des fois, ils viennent te voir, bon, aujourd'hui, ils sont un peu plus grands, et qui te disent, oui, maman, je comprends pas, ou oui, maman, je suis en colère. Et là, est-ce que vous avez des discussions où qu'est-ce que tu leur dis? Le deuxième qui parlait pas, en fait, ça me soulageait. Qu'il ne parlait pas parce que ça m'évitait de re-expliquer. D'accord. Mais au bout d'un moment, quand on allait sur ses 3 ans et qu'il parlait toujours pas, on a commencé à l'orthophoniste. Okay. Et c'est le meilleur choix que j'ai fait. D'accord. Parce qu'il a commencé à avoir un orthophoniste 2 fois par semaine, qui était en plus un homme. C'est rare qu'il y ait des orthophonistes. En tout cas, c'était vraiment super parce que c'était un modèle pour lui. Et il a vraiment appris à parler. Donc, il disait même pas maman. Il allait sur ses 3 ans. Il a commencé à dire maman, à dire quelques mots, à dire en haut, oui, non. Et maintenant, il dit en haut, en bas. Maintenant, il dit plein de phrases. Et maintenant qu'il parle, donc il a 4 ans bientôt, c'est maintenant que, là, il y a 1 mois, par exemple, il m'a dit, il avait une brosse à dents bleue dans sa salle de bain, qui est en fait une de mes brosses à dents. Quand je me lave, j'ai plusieurs brosses à dents, donc je me lave les dents. Des fois, avec les enfants, je laisse ma brosse à dents là-bas. Et il a vu la brosse à dents bleue et il a dit, c'est la brosse à dents de papa. D'accord. Donc, c'est vraiment bouleversant. Ouais. Et quand ça m'arrive, il y a souvent ce genre de petites anecdotes où les enfants vont faire des références à papa. Papa, maman, quand il y a des dessins animés, Bluey, ils adorent Bluey, les dessins animés. Pendant le générique, il y a papa, il y a maman, et mes enfants, ils font papa, ils montent le ciel. Ou des fois, ils montent la nounou. Bon, ils montent, c'est comme si, et à chaque fois, moi, je regarde, je fais, genre, dans ma tête, c'est, qu'est-ce que je dois dire? Non, je dis rien. Et donc, quand je lui explique, comme il parle pas encore très bien, je sais pas qu'est-ce qu'il comprend. D'accord. Mais je pense qu'il comprend. D'accord. Mais c'est vrai que à chaque fois, c'est violent parce que. C'est violent, oui. Tu es là, est-ce qu'il est triste? Juste, il comprend qu'il y a un papa et une maman, mais que chez nous, il n'y a pas de papa. Oui. Et c'est juste qu'il comprend, je pense. C'est ça qu'il comprend pour le moment. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui traverse... Alors, j'ai 2 questions. Une maman qui traverse ça en ce moment, qui vient de perdre, par exemple, son partenaire, ou un homme, des fois, c'est les hommes qui perdent aussi leur partenaire. En tout cas, quelqu'un qui perd son partenaire de vie. Comment avancer, comment mieux? Parce qu'aujourd'hui, tu m'as dit que tu es quand même sorti, tu as un autre niveau, quand même, tu sors quand même la tête de l'eau. Quel conseil que tu leur donnerais pour sortir, pour arriver à ce niveau-là? Après, ça peut être personnel, mais ça peut toujours aider. Et qu'est-ce que tu dirais aussi aux autres, à l'entourage, comment ils doivent se comporter avec quelqu'un qui a perdu son partenaire? Déjà, bien sûr que ça ne va pas aller. Mais on vous dit ça va aller. Mais... avec le temps, ça ira. Vraiment, avec le temps, ça... Vraiment... C'est pas une phrase bateau. Mais avec le temps, le temps, c'est très long. Et il faut comprendre que ça va prendre du temps, mais ça va finir par... le meilleur reste à venir. Il y aura encore des bons moments, il y aura encore des moments de joie, il y aura encore des moments de bonheur. Et parce que tu es entouré de beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour Oui, aussi. mais la vie, on peut pas donner autant de tristesse à une personne, autant d'épreuves. Quand on vit des épreuves, c'est pour vivre après des moments de joie. Après l'orage, il y a le beau temps. Non, mais c'est vrai, c'est réel. C'est réel et il y en aura forcément. Donc, il faut juste y croire. Et pour une maman, franchement, moi, les plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, c'est la présence. C'est être présent au bon moment. Ça veut dire être présent pour boire un thé, être présent. Alors, je dis pas d'être présent avec moi dès le matin à 8h du matin, mais il y a des fois, il y a des personnes qui m'ont réussi où, genre, j'arrivais même pas à me lever du lit, il était 11h, j'arrivais vraiment pas. Ah, j'arrive, je suis passée, viens, on va déjeuner. Ou je suis passée, je t'ai amené. Mais c'est même pas amener forcément quelque chose de physique. Alors, bien sûr, j'ai des copines. Présence, les copines de France sont jamais venues en Côte d'Ivoire, mais elles m'ont envoyé des packages de crèmes, de marques, de maquillage. J'ai reçu. C'est les attentions. C'est juste, mais c'est pas une question de moyens, c'est vraiment une question de le temps. Le temps. On l'a pas forcément tous parce qu'on tous travaille, mais on a tous un peu de temps à accorder à une personne sans l'envahir, mais être présent
pour l'écouter et pour juste partager, lui changer les idées en fait, lui changer les idées. Et c'est vrai que et faire du sport. Faire du sport, ça aide. Parce que c'est bien de sortir pour aller se balader au restaurant, c'est sympa. Ouais. Mais ce qui fait du bien au mental, c'est le sport. Le sport. Alors, il faut trouver le sport qui nous plaise, qui peut nous plaire. Mais moi, vraiment, faire du yoga, j'avais une copine, même, elle venait, elle-même à ce moment-là, elle cherchait un peu à faire du sport pour elle-même. On habitait elle habitait en face, elle me disait, mais ok, Géraldine, du coup, tu sais quoi, on va faire du sport ensemble. Et puis elle venait chez moi et ça me faisait un bien fou. On faisait du yoga dans la chambre de ma mère, on était une vidéo, enfin, c'était des choses simples. Il n'y a pas besoin d'argent en fait, il n'y a pas besoin de dépenser. Parce que oui, après on va dire, il faut un budget aussi pour aller à la salle de sport, il faut un budget. Mais on peut faire des choses simples avec juste la présence de quelqu'un qui est là, qui va nous motiver. De nous-mêmes, c'est difficile de nous-mêmes faire du sport. Alors que si on a un binôme, c'est plus... Ça aide aussi. Et le sport aide au mental, ça crée des je pense, je suis pas scientifique, mais ça crée vraiment des non, hormones. mais c'est prouvé que le sport aide vraiment à déconnecter, à penser à autre chose. Et même, ça fait du bien au corps, physiquement et mentalement. Ça, c'est prouvé que le sport fait ça. Mieux que l'alcool. Parce que je trouve qu'en Côte d'Ivoire, dans toutes les célébrations, il y a toujours de l'alcool. Non, mais et les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux aident. Mais il y a un peu de négatif aussi dessus parce qu'après il y a toujours un cycle où on est trop dessus. Après, ça t'a aidé les réseaux sociaux? Moi, ça m'a énormément aidé. Ça m'a vraiment aidé parce que j'aime partager. Et quand je reçois du soutien, tu te sens, je me sens, ça booste un peu. Non, parce qu'il y a des gens très bienveillants aussi sur les réseaux et qui t'apportent de l'amour que tu connais même, enfin des gens qui t'apportent. Mais pas les garçons. Non, non, mais il y a des garçons qui ils sont là juste non, les garçons des réseaux. Ça dépend des garçons. Ouais, mais la plupart oui. Quand je parle pas des relations, je parle des gens qui t'amènent vraiment de la bienveillance, sur les réseaux, ça existe encore heureusement. Oui, vraiment. Et moi vraiment j'ai vécu dans plusieurs pays. En Afrique du Sud, au Gabon, en Suisse, en France, en Angleterre. Et j'avais vraiment... Le fait de partager sur mes réseaux sociaux, ça permettait de donner des nouvelles de notre famille. Donc, la famille Lou, Tiger, Gohan et moi, à toutes les personnes de mon entourage, même s'ils sont loin, sans avoir envoyé une photo sur WhatsApp à une centaine de personnes en même temps. Et c'est vrai que il y a des liens qui ont été recréés, que j'ai recréé des liens avec des personnes grâce aux réseaux sociaux. J'aurais vraiment perdu de vue avec le temps. On se voit jamais. Il y en a qui sont à Dakar, il y en a qui sont aux États-Unis, au Canada. Et le fait qu'on peut, avec les réseaux sociaux, avec un clic, un commentaire, un like, oh, il a grandi, oh, j'ai été courageuse, oh, ça va, on dit quoi? Ça booste. On se rappelle qu'on est aimé, qu'on est entouré, qu'on a des amis, en fait. Et parce que tout le monde n'est pas là au même moment, mais c'est ça. Il y a des amitiés qu'on a vécues dans le passé qui existent toujours. C'est juste qu'on peut pas se voir. Et les réseaux sociaux, pour ça, je trouve que ça rassemble. Je pense que c'était la base au début. Le but des réseaux sociaux, c'était de rassembler. De rassembler, et moi, je pense que ça m'aide beaucoup. Donc, beaucoup d'amour, être entouré. Et j'aimerais te demander, est-ce qu'il faudrait être indulgent un peu avec soi-même? Parce que souvent, on veut tellement montrer qu'on est des warriors en tant que femme et qu'on peut tout supporter. Des fois, on s'oublie un peu soi-même et on préfère montrer un visage qui va bien. Est-ce que souvent, on devrait se laisser aller et ne pas se mettre cette pression que souvent la société nous impose, qu'on nous dit non, mais bon, là, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Non, bien sûr. Moi, ma plus grande pression, même, ça a été après, au bout de 2-3 ans, quand on m'a dit, mais Géraldine, du coup... on m'a posé la question plusieurs fois. Genre, faut que tu commences à retrouver quelqu'un. Ah oui. Et cette pression-là, je l'avais. Au bout de 2-3 ans, les gens commençaient à me mettre la pression. Alors que moi-même, déjà, je me la mettais toute seule. D'accord. Déjà, oui. From nowhere. Ok. Je me la mettais toute seule. Ok. Donc, si en plus, les gens, déjà, et c'est ça, je dis, mais en fait, non, déjà, là, j'essaye d'être souriante pour moi-même, de réapprendre à m'aimer moi-même avant de penser à ça. De penser à ça. Oui, c'est pas la... Enfin, mais c'est quand même... En fait, c'est ça, c'est un peu... On se dit que ça peut être une solution. Oui. Alors que c'est faux. Non. Parce qu'on soigne pas... Mais médicaments de garçon, c'est garçon. Mais là, c'est pas la même chose. Non. Donc, c'est différent. Donc, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Parce que, par exemple, j'ai vécu un coma dans toutes ces périodes-là. Mais alors que mon coma était disproportionné par rapport à la réalité.
Ok. Mais parce que j'étais déjà dans des émotions. Dans des émotions. Donc, oui. en fait, c'était juste complètement disproportionné. Mais oui, je pense qu'il faut finir de faire, on va dire, vraiment soi-même et être vraiment en mode, ok, là, je pense que je passe à autre chose. Est-ce que tu lui demanderais l'autorisation? Est-ce que tu penses qu'il te laisserait? Bien sûr. Moi, souvent, il est venu dans mes rêves me dire, mais Géraldine, laisse-toi aller. Ok. Genre, profite de ta vie. Ok. Genre, parce que au contraire, je me mets trop de pression. Oui, c'est ça. Il m'a plusieurs fois dit, genre, il vient dans mon sommeil et il me dit, profite. Il fait des blagues parce qu'il était c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de blagues, qui était très dans la il était sans façon et il aimait toujours me taquiner. Et toutes ces personnes qui l'ont connu disaient on rigole aujourd'hui tous en pensant à lui. Et là récemment on était à un mariage dans la même église, on a fait la levée de corps et on pleurait au même endroit où on était en train de tous rigoler. Ah oui. Et moi j'ai pris des photos et j'en ai reparlé dans le lendemain dans le mariage, j'en reparle et mon ami me dit mais quand je lui dis, il dit, je pensais exactement la même chose. Et parce qu'on s'était vu pleurer ce jour-là entre lui et moi, par exemple. Et c'est le parrain de mon fils et il était super proche et il dit, mais ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on en rigole. On rigole pas du décès, on rigole des souvenirs qu'il nous a laissés. Et finalement, avec le temps, les mauvais côtés, la culpabilité, la colère, ça s'efface et ça laisse place aux bons souvenirs. Et c'est réel, et c'est vraiment réel. Et c'est ça qui te permet de... moi, ça me booste énormément. Oui, ça me booste. Et je me dis, je me dis, ouais, là, il serait fier de moi. Et au contraire, quand je suis en colère, je me dis, oh là, si d'un coup, je pète un plomb. Il va dire, là. Il va dire, tu fais faut pas faire ça, Gérald. C'est parce qu'on est tous agacés à des moments. Oui, bien sûr. Mais lui, il avait une intelligence émotionnelle qui était juste incroyable. Et moi, jusqu'à présent, je me dis, mais il a dû vivre plusieurs vies pour atteindre ce stade de sérénité. C'est que moi, j'aimerais être sereine comme lui à 32 ans. Il est décédé, il avait 32 ans. Et moi, j'ai 30 ans aujourd'hui. Et je mets beaucoup la pression dans le sens où je vais arriver à son âge. Ça me bouleverse beaucoup encore. Il y a des dates, des âges. Oui, et les anniversaires. Mon fils, il fait souvent des calculs. D'accord. Et il le calcule lui-même. Il dit que, maman, t'as quel âge? Ah, ok. Et papa, avec quel âge? Ok. Et donc, c'est des calculs qu'il fait lui-même. Et c'est vrai que inconsciemment, j'ai déjà eu dans les bouquins, dans des livres, on calcule toujours que, là, je suis plus vieille que ma mère aurait eu à cet âge-là. Ok. Ça revient, on compare, oui, bien sûr. Compare. Et à chaque anniversaire, pour moi, c'est très, très douloureux. Parce que j'espère, chaque jour, je me dis, j'espère faire mon anniversaire avec une personne qui m'aime comme lui m'aimait. C'est la seule personne qui m'a organisé mon premier anniversaire surprise à Abidjan. Ah oui. Et c'était vraiment, c'était une sorte de petites choses qui me manquent, en fait, d'amour qu'on reçoit. Et il n'y a qu'une seule personne qui vous l'a donné. Est-ce que tu penses que tu vas rechercher ça en un homme? Forcément, on recherche quelque chose qui est, on recherche de l'attention, on recherche de l'amour, on recherche tout ça, donc forcément. Mais non, c'est vraiment ça, c'est vraiment un autre, c'est un autre volet. C'est un autre volet, c'est un autre volet. Mais pour une maman, vraiment, juste être courageuse. Mais c'est vrai qu'à des moments, si on se sent pas bien le week-end, on annule les plans. On se repose. On n'est pas obligé de faire plaisir à tout le monde. On n'est pas obligé de faire plaisir à tout le monde. On n'est pas obligé de sortir super maquillé, super coiffé, comme dans les séries, comme dans les films. Non, c'est pas tout le temps le cas. Et on peut être soi-même et juste aller vers des choses qui sont plus réelles, qui sont plus plutôt que dans les apparences. Et si à des moments on n'a pas besoin de poster sur les réseaux sociaux, on ne poste pas. Si à des moments on a besoin d'être qu'avec les enfants ou d'être sans les enfants, on le fait. Enfin, on essaie de s'écouter au maximum sans se mettre la pression. Sans se mettre la pression, mais c'est vrai qu'on se met trop la pression. On se met trop la pression. C'était une très belle conclusion que tu es en train de faire. Est-ce que tu auras un dernier message pour terminer notre échange, peut-être aux mamans, à toi-même, à ton mari, je sais pas, à tes enfants aussi peut-être. Des fois, je demande aux mamans de faire un message à leurs enfants ou à ce qu'elles veulent. J'espère que mes garçons sont fiers de moi. Mais j'espère vraiment qu'ils sont fiers de la maman que j'espère qu'ils le sont. Parce que franchement, c'est difficile. D'être toute seule avec deux petits garçons, c'est pas tous les jours facile. Mais c'est pas tous les jours facile. Mais je suis sûre qu'ils le sont, qu'ils le seront. Et je sais pas, ils écouteront cet épisode. Et même, je sais que tu leur parleras de tout ça quand ils seront en âge et tout. Et je sais qu'ils seront très, très fiers de toi. Et moi, vraiment, je sais pas quoi te dire, mais tu es une force de la nature. Tu es exceptionnelle et tu as beaucoup de force. Merci. Je te souhaite que le meilleur pour la suite, vraiment que le meilleur et beaucoup d'amour, d'amour. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, exactement. Le meilleur reste à venir pour toi, j'en suis persuadée. Merci beaucoup Géraldine. Merci.